Donc la première question, elle s'adresse plutôt à nos soignants, mais les autres peuvent intervenir, il n'y a pas de souci. La première question, c'est aujourd'hui, alors on a vu avec le docteur Benoît, que recouvre-t-on aujourd'hui par l'expression refus scolaire anxieux ou phobie scolaire? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas phobie scolaire, qui préfèrent le refus scolaire anxieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Docteur Brûlé, si vous voulez bien commencer. Alors, effectivement, pour ma part, je préfère le terme refus scolaire anxieux parce qu'en fait, il y a anxieux. Et effectivement, comme disait le docteur Benoît tout à l'heure, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. Ça veut dire qu'avant tout, on est dans un trouble anxieux qui est spécifique, particulier. Parfois, on a des comorbidités, parfois, on a une anxiété sociale associée, parfois, on a d'autres choses. Mais en tous les cas, le terme anxiété est présent et il est important. Et dans le terme phobie scolaire, pour ma part, alors on comprend très bien ce qu'il y a derrière, qu'effectivement, c'est des choses qui sont équivalentes. Mais du coup, pour un public non averti, ça ne laisse pas transpirer ce côté vraiment anxiété qui va être finalement au cœur de la prise en charge, enfin, de mon point de vue, en tous les cas, en termes de psychothérapie. Et en fait, c'est vraiment là-dessus que doit être tournée la prise en charge. Après, le terme phobie, c'est pas mal aussi, dans le sens où, en termes d'habituation, d'exposition à l'objet phobique, on va aborder les choses aussi de la même façon en thérapie cognitivo-comportementale. Oui, moi je vous rejoins bien sûr abondamment, mais moi j'utiliserais même une sorte de métaphore venant de l'astronomie, hein, en parlant plutôt d'une sorte de nébuleuse anxieuse. Vous savez, les nébuleuses, ce sont là les amas d'énergie, sont des astres qui ne sont pas encore très bien définis, là très loin dans la galaxie, dans l'univers. Et je trouve que quand on rencontre des jeunes qui ont ce problème de refus scolaire anxieux, il y a vraiment un mélange de différents types d'anxiété, bien souvent. Je ne sais pas si vous retrouvez ça aussi dans votre pratique, où effectivement, vous l'avez dit, il y a de l'anxiété sociale qui est souvent à l'avant-plan, donc des jeunes qui ont peur du regard des autres, qui ne se sentent pas forcément persécutés par l'autre, mais qui ont peur d'être considérés comme nuls, sans aucune valeur par l'autre. Tant au niveau scolaire qu'au niveau relationnel, qu'au niveau de leur capacité à avoir la répartie idéale. Donc cette anxiété sociale qui est quand même souvent présente, avec finalement petit à petit la maison qui devient un lieu de refuge, voire parfois d'enfermement, puisqu'on a de plus en plus quand même de situations associées de phobie sociale dans les phobies scolaires qu'on est amené à accompagner. Et donc forcément avec des difficultés à quitter cette maison. Alors est-ce qu'on doit appeler ça anxiété de séparation? Peut-être pas dans tous les cas. C'est plus le lieu de la maison qui est un lieu de réassurance. Même s'il ne s'y passe pas forcément toujours des choses agréables, parce qu'il y a de la souffrance au cœur de cette maison, surtout si la phobie scolaire dure. Et puis à côté de ça, il y a d'autres formes d'angoisse. Léla Benoît en a parlé, toutes les angoisses post-traumatiques, évidemment, les jeunes qui ont été agressés, nombre non négligeable qu'elle nous citait dans ses statistiques, autour notamment du stress post-traumatique. Et puis d'autres formes d'angoisse, on peut parler de l'agoraphobie, la peur de se retrouver dans des classes bondées en hiver, fenêtres fermées, la claustrophobie, la peur de vomir. Certains jeunes nous disent « moi je ne vais plus à l'école parce que je suis persuadé que le stress sera tellement intense que je vais vomir devant tout le monde ». Évidemment, c'est la honte de vivre ça. Une peur d'avoir peur, une peur des attaques de panique. Donc un mélange vraiment d'anxiété, une nébuleuse, que parfois le jeune a beaucoup de mal à nommer au départ. Parce qu'on a quand même l'impression parfois, et ça nos amis neuroscientifiques l'ont bien démontré, c'est que notre cerveau, quand il est infiltré par les neuromédiateurs du stress, de l'angoisse, eh bien, il ne résonne plus de la même manière. Il ne met plus en mots de la même manière. Léla Benoît l'a bien dit, c'est le cerveau émotionnel qui est hyperactivé.
Et donc parfois, quand on pose la question à ces jeunes, mais finalement, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui t'angoisse, on n'a pas de réponse. On a le silence, non pas parce qu'il y a un refus de parler, mais parce que parler, mettre des mots, ça demande déjà une élaboration et ça demande déjà de prendre le dessus par rapport à un cerveau paralysé émotionnellement par l'angoisse. Donc cette nébuleuse anxieuse, elle est tout le temps présente et c'est une expérience, vous l'avez vu pour ceux d'entre vous qui ont des enfants qui vivent ça, c'est une expérience extrêmement prenante à la fois pour le jeune mais aussi pour l'entourage proche, pour la fratrie, pour les parents. Et donc on comprend évidemment toute une série de mécanismes d'évitement que le jeune va essayer de mobiliser pour tout faire pour ne pas aller à l'école, qui est ce lieu majeur de l'expérience anxieuse. Et Léla Benoît n'en a pas parlé, mais ce que je vois de plus en plus dans ma pratique, effectivement, ce sont des jeunes qui prennent énormément sur eux pour quand même être présents à l'école, physiquement, tout en étant quelque part absents psychiquement. Je repense à un jeune de 15 ans qui venait à l'école, clairement dans un tableau profond de phobie scolaire, mais qui toute la journée, mentalement, refaisait le tour de sa chambre, de quelque chose de familier. Il faisait le tour dans son esprit, de la bibliothèque, du bureau, de son lit, et ça lui permettait de tenir pendant quelques heures pendant la journée. Donc l'évitement, évidemment, qui porte un nom, puisqu'il a été décrit notamment par nos amis anglo-saxons, ça s'appelle le drop-in, c'est le décrochage, mais tout en étant présent dans l'école et donc en faisant illusion au niveau de la présence scolaire. Alors, Léla Benoît en a parlé, j'ai bien aimé son camembert là, avec les différentes situations de décrochage scolaire. J'ajouterais peut-être par rapport à ce qu'elle a dit, ne passons pas à côté évidemment de pathologies organiques, somatiques. Je trouvais que c'était assez judicieux ce qu'elle disait, d'avoir un bon bilan de santé. Alors nous en Belgique, on a un fléau parce qu'on a de grandes forêts dans une partie du pays, c'est la maladie de Lyme, la neuroborréliose, qui donne des tableaux de fatigue intense, de dépression, d'anxiété, qui ressemblent parfois comme deux gouttes d'eau vu de l'extérieur à des situations de phobie scolaire. Donc un bilan médical approfondi va quand même être indispensable. Je pense aussi qu'un autre diagnostic différentiel, parce qu'on a tendance à mettre finalement ce terme phobie scolaire dans beaucoup de situations qui ne sont pas des phobies scolaires, ce serait, je dirais, l'épuisement, mais un épuisement peut-être non anxieux, tel que le burn-out scolaire. Je pense qu'il y a des jeunes qui donnent énormément dans les apprentissages scolaires, quoi qu'on en pense, même si parfois on a un peu le sourire goguenard de certains enseignants qui nous disent quoi, les ados actuels, s'épuiser au travail? Non, ce n'est pas vraiment le cas. Mais pourtant, il y a des jeunes qui sont là-dedans. Alors, on en parlera peut-être, des jeunes avec des troubles d'apprentissage qui n'ont pas été détectés, mais aussi des jeunes qui se mettent eux-mêmes ou qui sont dans un système culturel qui mettent la barre un peu haut et qui peuvent vraiment être dans des épuisements scolaires, des burn-out scolaires. On en voit de plus en plus. Bon, je ne vais pas m'étendre parce qu'il faut laisser la place aussi aux autres intervenants, mais donc vraiment cette nébuleuse anxieuse me semble être le signe le plus présent évidemment dans ces phobies scolaires. Docteur Brûlé, vous souhaitiez intervenir dans le cas concret de Reims et de votre activité clinique privée et clinique publique auprès du CHU de Reims, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement sur ces jeunes enfants, comment ils vont et comment vous abordez les choses? Alors, comment ils vont? Malheureusement, pas très bien. On essaye de les accompagner au mieux, mais effectivement, ce qu'on peut repérer, c'est que on a une demande qui est de plus en plus importante, alors que ce soit en privé ou en public, ce qui fait que quand on a une situation de crise, on ne peut absolument pas y répondre dans l'urgence. Ça, c'est une certitude, malheureusement. Et alors, on n'est pas à quelques semaines, parfois on n'est pas non plus à quelques mois près au niveau de la prise en charge de l'enfant. Sauf que tout le temps où il n'y a pas de prise en charge, en fait, c'est la famille qui va se dégrader, qui va imploser. On a parlé de la fratrie aussi. Des fois, c'est compliqué au sein d'une fratrie. Et là, par contre, en fait, des fois, les semaines sont vraiment importantes à ce niveau-là. Ça veut dire que la priorité, à mon sens, c'est vraiment
montrer à la famille, à l'entourage que il y a des recours possibles, et puis après enchaîner sur la prise en charge avec le patient, et puis on verra par la suite que ça va être une démarche un peu plus large avec la famille. Et puis également, pour revenir donc sur la terminologie, c'est pas parce qu'on met en fait le mot refus scolaire anxieux qu'il n'y a pas autre chose autre qu'une dépression ou une anxiété généralisée. Il faut aussi toujours fouiller au niveau des troubles du neurodéveloppement. Hein, on en a parlé brièvement tout à l'heure, le docteur Benoît l'a abordé. Ça veut dire que parfois, on peut avoir des troubles du neurodéveloppement qui amènent un décrochage scolaire, des difficultés, et en fait, l'enfant n'arrive pas à suivre. Il donne tout son possible, et comme ce n'est pas détecté, on ne comprend pas d'où viennent les difficultés scolaires. Donc ça peut être parfois une explication. Et puis aussi, malheureusement, on peut avoir un trouble du neurodéveloppement associé à un trouble anxieux scolaire, à un refus scolaire anxieux, pardon. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, mais parfois, faut réfléchir s'il n'y a pas une comorbidité. Enfin, réfléchir. En fait, on va aller fouiller, on va aller creuser, on va faire des bilans, et puis on va voir. Donc, dans les troubles du neurodéveloppement, il y a les troubles des apprentissages, hein, les troubles spécifiques du langage écrit, par exemple, de la cognition mathématique, et puis on va aussi regarder au niveau, éventuellement, du TSA aussi, troubles du spectre de l'autisme. Parfois, on sait que ça peut passer un peu inaperçu, et puis à un moment donné, dans la vie de l'individu, là, les difficultés vont augmenter, et on va pouvoir regarder un petit peu au niveau démarche diagnostique ce qu'il en est. Merci. Moi, j'ai une question. Alors, je suis d'une génération un peu âgée. Voilà. Mais à ma génération, on ne parlait pas de refus scolaire anxieux ou de choses comme ça. Qu'est-ce qui... Je me permets, vous êtes là, vous êtes nos références scientifiques, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé entre quand j'avais 16 ans et maintenant? J'en ai un peu plus. Je ne vous donnerai pas mon âge. C'est multifactoriel et c'est très difficile de donner le poids de chaque facteur. Une des psychologues en France, Marie-Galette Tessonneau, qui a écrit sur le refus scolaire anxieux, dit que c'est lié depuis plus d'un siècle quand l'école est devenue obligatoire. Moi, je rajouterais, depuis qu'on a poussé une génération 80% au bac, en France en tout cas, des jeunes qui arrivaient à compenser dans des parcours autres, ça peut jouer. Après, le harcèlement, les réseaux sociaux sont des choses... Enfin, il y a plusieurs facteurs. Et puis, il y a peut-être les difficultés des jeunes, il y a 20, 30, 40 ans, s'exprimer peut-être, trouver d'autres moyens de s'exprimer. Enfin, ça, c'est une hypothèse. Comme les troubles du neurodéveloppement, on en parlait moins avant. On dit maintenant, tous les enfants ont un TDAH, on en voit de plus en plus. En fait, non, c'est juste que, heureusement, il y a des choses qui évoluent positivement. Les prises en charge sont meilleures. On arrive de plus en plus à aller vers des démarches diagnostiques. Et peut-être, du coup, au niveau du refus scolaire anxieux, on est dans la même démarche. Ça veut dire essayer de comprendre pourquoi un enfant va être en difficulté dans un environnement particulier, et puis voir, en fait, s'il n'y a pas un trouble qui se cache derrière, voir quels sont les moyens de l'aider au mieux, de l'écouter. Et peut-être que ça manquait plus il y a 40 ans. Alors, ce sont des hypothèses, hein, mais voilà. Docteur Thiel. Mais bien sûr, vous l'avez bien dit, c'est plurifactoriel. Et je dirais que c'est même singulier d'une situation à l'autre d'un jeune. Mais il n'est quand même pas rare, quand on rencontre des jeunes qui sont bloqués, là, comme ça, d'entendre aussi quand même une certaine crainte qu'ont beaucoup d'adolescents par rapport à leur avenir. Et qui ont parfois du mal à se projeter dans un monde d'adultes. Alors là, je pense qu'on doit tous aussi un peu faire notre mea culpa, sans non plus tomber sous le poids de la culpabilité, mais se dire, est-ce qu'on a encore aussi nous-mêmes un regard suffisamment émerveillé sur le monde adulte dans lequel nous faisons partie, pour quelque part contaminer positivement nos jeunes et leur donner envie peut-être de repartir dans un temps linéaire de grandissement et d'accession à l'âge adulte. J'aimais beaucoup ce que disait le docteur Benoît, parce que là, il y a quand même des différences culturelles entre la Belgique et la France. On favorise beaucoup en Belgique justement cette expérience après l'école secondaire,
qui ait 1 an ou 2 ans de pause, et notamment de voyage. Alors elle l'a très bien cité, hein, elle a cité la Nouvelle-Zélande, qui est une destination fort plébiscitée par les jeunes Belges, enfin en tout cas pour ceux qui peuvent se le permettre, parce que ça a quand même un coût, ou tout simplement pour être dans le monde du travail, dans des petits boulots, ou dans le monde associatif. Hein, c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé. Et je pense que c'est une réponse intéressante qu'on commence à voir poindre chez toute une génération qui peut-être ne peut plus suffisamment s'appuyer sur les modèles d'adultes pour avoir l'envie, ou en tout cas le rêve, de ce que c'est le monde adulte. Parce que quand même, objectivement, le monde adulte, malgré toutes les difficultés qu'on peut vivre chacun au quotidien, ça reste quand même une belle aventure. Ça reste une aventure où on a quand même des choix de vie. Et même si on n'a pas le choix dans le secteur de notre travail, parce qu'on doit bosser pour qu'il y ait quelque chose qui arrive à la fin du mois sur notre compte, on a quand même le choix de s'impliquer dans le monde associatif, dans une série d'éléments qui nous épanouissent. Est-ce qu'on en témoigne encore suffisamment à nos jeunes, et est-ce que les enseignants, qui sont quand même pas mal d'heures face à nos jeunes en journée, est-ce qu'ils peuvent encore témoigner suffisamment de cet émerveillement? Je pense qu'il faut nourrir ça. Merci, Dr Thiel. Et ça me fait penser que c'est très philosophique ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, Madame Guichard, dans votre activité professionnelle, vous êtes prof de philosophie, me semble-t-il. Est-ce que vous voulez réagir à tout ça? Et en plus, vous êtes dans l'école et concerné. C'est idéal pour avoir un regard d'expert. Alors, idéal, je ne suis pas sûre, parce que moi, je l'ai vécu comme un vrai dilemme. Mais bon, je voulais surtout en fait revenir sur une chose, c'est une anecdote personnelle. C'est-à-dire que quand mon fils a déclaré sa phobie scolaire, il était en 6e. Et je commençais à en parler un peu autour de ma famille. Et un jour, mon frère, qui a 6 ans de moins que moi, m'appelle et il me dit « Mais tu ne te souviens pas ?» Donc il avait 40 ans, une quarantaine d'années. Il me dit « Tu ne te souviens pas? Moi aussi, un jour, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'aller à l'école. » Et d'un coup, c'est revenu. Et c'est vrai. Un jour, je le revois. Il était plié en deux. Ma mère l'avait changé 4 fois d'école. À chaque fois, il y avait un souci. Et un jour, on est passé au cours... Alors, ce n'était pas le CNED, c'était les cours Légendre, à l'époque. Je me souviens qu'il avait commencé à faire des cours par correspondance. Il n'a pas tenu. Et donc, il est parti en CAP coiffure. Et c'est là où, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il y a quand même un avenir pour ces enfants qui ne vont pas à l'école. Mais simplement, voilà, il faut trouver d'autres chemins. Et ça m'a beaucoup rassurée. Et puis un autre jour, en discutant avec des collègues, parce que le but c'était aussi de parler un peu de ce qui se passait dans l'association, un de mes collègues me dit « Tu sais, moi j'ai arrêté l'école à 12 ans et j'ai passé mon bac à 35 ans. Mais par contre, voilà, il travaillait sur les marchés avec ses parents et il volait des livres. » Parce que une petite chose, peut-être dans le terme justement de refus scolaire, moi, en tant que parent, ça m'a beaucoup gêné, ce terme de refus. Parce que ça veut dire quelque part qu'il ne veut pas aller à l'école. Alors que mon fils me répétait tout le temps, et les enfants de l'association le répètent, ils veulent aller à l'école. C'est simplement qu'ils ne peuvent plus y aller. Donc je pense qu'il faut parfois rappeler cela. Et nous, on le rappelle aux familles, on le rappelle aussi aux soignants et aux institutions. Et mon frère voulait aller à l'école, il ne pouvait plus. Mon fils non plus ne pouvait plus. Aujourd'hui, il peut y retourner, parce qu'il a fallu justement ce trio gagnant. Merci beaucoup pour ce retour, Madame Guichard. Alors, vous avez pu remarquer, il y a des sabliers. Les sabliers sont les décompteurs du temps. Moi, je ne suis pas maître du temps, c'est eux. Ça me décharge de pas mal de choses. Et le sablier violet, c'est les 15 minutes de discussion entre eux, et les sabliers verts, c'est les questions que vous êtes dans la possibilité de poser. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette question? Je la rappelle, c'est que recouvre-t-on aujourd'hui dans le refus scolaire ou la phobie scolaire? Des personnes dans le public souhaitent intervenir? Oui, j'arrive, c'est là où je me mets en danger.
Bonjour, je parle de ma chaise. Non, je suis maman d'un enfant qui débute dans le refus anxieux scolaire ou scolaire anxieux. Et je vous ai entendu, docteur Brulé, concernant le fait qu'il peut y avoir aussi des sujets autour du neurodéveloppement. Et je me demandais quel était le parcours, l'accompagnement. Les mots, je ne les ai pas encore aujourd'hui. Je suis encore récente, cette semaine. Donc je suis au début. Et je me demande comment on en arrive au bilan, au diagnostic, comment on peut être accompagné sur... Comment on nous dit ce serait bien de le faire, pas le faire. Voilà, au départ, on est un peu perdu. Oui. Alors, merci pour votre question. Effectivement, il y a différents parcours, en fait. Ça va dépendre de comment vous êtes orienté dès le départ. Donc, bien souvent, ça va être le médecin traitant. Il y en a qui orientent assez rapidement vers un bilan en neuropsychologie pour voir un petit peu ce qu'il en est, en fait. Et le but, c'est quand même d'écarter des troubles du neurodéveloppement. Ensuite, il va falloir une prise en charge auprès d'un pédopsychiatre ou d'un neuropédiatre. Après, il faut faire également avec les professionnels que l'on trouve sur le terrain. Le parcours du combattant, il est également ici. Mais moi, de mon point de vue de neuropsy, en fait, pour prendre en charge un enfant qui souffre de refus scolaire anxieux, j'aime bien savoir comment il fonctionne. Donc, de base, écarter un potentiel trouble du neurodéveloppement. S'il y a un trouble du neurodéveloppement, le prendre en compte également lors de la thérapie, mais en tous les cas, ça va m'éclairer un petit peu, et puis comprendre les points forts, les points forts, les points faibles de l'enfant pour savoir sur quoi m'appuyer en fait après pendant la thérapie. Donc voilà, de mon point de vue, c'est quand même recommandé un bilan en neuropsychologie. Très bien. Alors, j'ai écouté le docteur Benoît et le fait qu'il y ait de moins en moins de médecins traitants. J'ai regardé les chiffres pour la Marne. On en a plus. Ça augmente dans la Marne. Donc, que ce soit pour les médecins traitants ou pour les psychiatres ou les professionnels de soins, dans la Marne, on est plutôt bien lotis. Par contre, je ne vous parle pas de la Haute-Marne, ni des Ardennes, ni de l'Aube, ni de la Meuse, où sont beaucoup moins bien pourvus. À Reims, on reçoit toute la Champagne-Ardenne. Hein. Des fois, il y a des gens de Lorraine, du sud de Paris. Dans le cadre d'un bilan, c'est facile parce que ça va être en 1 ou 2 matinées après-midi. Mais après, dans le cadre d'un suivi, c'est pas évident. Donc pour les bilans, on a souvent des gens qui viennent d'assez loin. Ils se font 2 heures de route pour venir, 2 heures pour repartir. Donc on a déjà le patient qui est un petit peu fatigué, surtout si c'est un petit loulou. Mais effectivement, à Reims, du coup, c'est peut-être en termes de pourcentage par rapport à la population, on est peut-être bien lotis. Mais en tous les cas, les demandes, elles sont tellement larges au niveau du territoire que le temps d'attente, il est conséquent. Alors en neuropsychologie, on peut trouver assez rapidement. Hein. Normalement, dans les 6 mois, vous pouvez faire un bilan. Par contre, les prises en charge pour un pédopsychiatre ou un neuropédiatre, là, c'est un petit peu plus difficile. Et puis, si vous allez dans le public, il y a une liste d'attente conséquente pour les CMP. Et puis, alors, en plus, il faut faire un bilan dans le cadre d'une prise en charge au niveau du CHU. C'est pareil. Il y a beaucoup d'attentes. Donc, quand les parents ont les moyens, des fois, ils vont dans le privé. Mais c'est coûteux dans le privé. Voilà. Alors, on n'a plus le temps pour poser d'autres questions, mais vous pourriez les poser après ou sur d'autres avancées de la table ronde. Ce que je vous propose, même si c'était fort intéressant, c'est de passer à la deuxième question qui va faire intervenir deux autres intervenants.